Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous de l'information. L'ONG 3S a célébré le week-end dernier la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida avec en toile de fond la distribution des préservatifs, la sensibilisation et le dépistage gratuit du virus. Reportage. C'est la maladie qu'il faut éliminer, ce n'est pas le malade. Célébration en différé de la journée mondiale de lutte contre le sida dans la capitale économique. L'ONG Sensibilisation Santé Sexualité a organisé le week-end dernier une journée porte ouverte à la foire municipale Pierre-Louis Agonjo au Kawe avec en toile de fond la sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles, la distribution des préservatifs et le dépistage gratuit du VIH-Sida. Il est nécessaire de célébrer cette journée parce que le VIH tue encore beaucoup de monde, fait beaucoup de ravages, surtout parmi les jeunes. Aujourd'hui, nous savons tous que la tranche d'âge la plus touchée, ce sont les 15-24 ans. C'est pourquoi 3S travaille le plus avec les jeunes. Donc nous passons dans les écoles, les lycées, nous faisons de la sensibilisation, de la prévention, histoire de protéger ces jeunes afin qu'ils soient déjà informés sur les dangers qu'ils encourent si jamais ils ont des rapports sexuels précoces ou à risque. Au total, près de 200 personnes se sont faites dépister et chaque patient a eu connaissance de son statut sérologique. Ma journée de dépistage aujourd'hui s'est bien passée. Quand je suis arrivé, nous avons commencé dans certains stands, nous avons parlé sur le sida. Nous avons dit que le sida, c'est une maladie sexuellement transmissible. Nous avons montré comment se protéger, comment porter un préservatif. Et je suis arrivé jusqu'au point où j'ai fait mes examens. Et je me suis retrouvé séronégatif. Les récentes campagnes de sensibilisation de cette ONG a permis de réactualiser les statistiques des personnes infectées à Port-Gentil et d'élaborer une politique d'approche sociale visant à réduire les risques de contamination en milieu scolaire. N'ayant pas les chiffres nationaux, j'aurais du mal à vous dire si véritablement le sida prend du recul à Port-Gentil. Mais à notre petit niveau d'ONG, les chiffres que nous avons aujourd'hui sont en régression constante parce que par année, on pouvait se retrouver avec 4-5 cas de positivité dans les établissements. Cette année, nous en avons beaucoup moins. Il faut noter que l'ONG 3S a dépisté en l'espace de 4 ans 2080 personnes, 6937 entretiens réalisés, 23 250 jeunes sensibilisés dans les écoles, 17 512 dans les entreprises et communautés religieuses. Le procès en appel de Teodorino Obiang-Nguema, fils du président de la Guinée équatoriale et vice-président de ce pays, s'est ouvert ce lundi 8 décembre à Paris. Reconnu coupable de blanchiment et de corruption, il avait été condamné à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende avec sursis et la confiscation de ses biens estimés à plus de 150 millions d'euros. Reportage. En première instance, le vice-président de la République de Guinée équatoriale avait été reconnu coupable et condamné à 3 ans de prison avec sursis. Ce lundi 9 décembre 2019 à Paris, s'est ouvert le procès en appel de Teodorino Obiang-Nguema, le fils de l'actuel président de la Guinée équatoriale. En octobre 2017, il avait été le premier dirigeant étranger en exercice à être condamné dans une affaire de biens mal acquis. Au cours de ce procès, le patrimoine considérable et le train de vie fastueux de Teodorino Obiang-Nguema en France sont au centre des débats. Parmi la longue liste dressée par les juges d'instruction, de nombreuses voitures de luxe, des caisses, de grands vins, des montres d'exception et surtout un immeuble de 4000 m² dans le très chic 16e arrondissement de Paris, estimé à 107 millions d'euros. À l'intérieur, des objets d'art, des robinets en or, mais aussi un salon de coiffure et une discothèque. Or, l'achat de ces biens n'a pu être financé par les seuls revenus officiels de Teodorino Obiang-Nguema, avaient souligné les enquêteurs. Ils avaient notamment révélé qu'entre 2004 et 2011, près de 110 millions d'euros provenaient du trésor public de son pays, avaient crédité son compte personnel. Et que certains achats avaient été réglés par les entreprises équato-guinéennes comme Somagi Forestal, une société d'exploitation forestière qui était sous son contrôle quand il était ministre des Forêts. Des biens qu'il considère détenir légalement grâce à l'argent équato-guinéen. Le procès en cours en France, une mascarade. Une propriété acquise en France avec de l'argent légalement gagné en Guinée équatoriale ne peut être considérée comme un bien mal acquis. En 2018, l'actuel vice-président de la Guinée équatoriale avait été arrêté au Brésil avec 16 millions de dollars américains. Sa délégation et lui, logés dans un avion privé, transportaient des montres de valeur, ce qui a créé la surprise des douaniers.
La Cour d'appel va-t-elle confirmer ou non ce premier jugement inédit dans une affaire de biens mal acquis? Ce nouveau bras de fer judiciaire devrait en tout cas se jouer sans Théodorine Obiang-Nguema, qui n'avait jamais comparu en première instance. Parlons de culture. Zozibini Tundi, Miss Afrique du Sud 2019, est la nouvelle Miss Univers. Elle a été sacrée Miss Monde 2019 ce dimanche 8 décembre à Atlanta aux États-Unis. Les précisions dans cet élément de notre rédaction. La 68e édition de Miss Univers a eu lieu ce week-end à Atlanta aux États-Unis. Et le verdict est tombé. Cheveux crépus, teint ébène, pas de tissage, Miss Afrique du Sud 2019 a été sacrée Miss Univers à Atlanta aux États-Unis dimanche soir. Il s'agit de Zozibini Tundi, la vingtaine révolue, qui a été couronnée de la plus belle des récompenses en ce qui concerne le monde du mannequinat. The new Miss Universe is South Africa. Pour celle qui est née dans une famille modeste, ce sacre vient témoigner de l'implication de l'Afrique à briser les problèmes auxquels elle est confrontée, notamment celui de la couleur de la peau. Dès janvier 2020, la Société d'énergie et d'eau du Bénin augmentera de 5% le prix du kilowattheure. Objectif, garantir l'équilibre financier de cette structure étatique. Dès janvier 2020, de nouveaux tarifs entreront en vigueur à la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Il s'agit d'une augmentation graduelle du prix du kilowattheure de 5% en 2020 qui passera à 10% en 2021. Objectif, garantir l'équilibre financier de la société de distribution de l'énergie électrique. La SB2E s'est engagée à mettre en œuvre un plan tarifaire qui se traduit par le maintien du statu quo en 2018-2019, une augmentation de 5% à opérer en 2020 d'une part, et une autre de 10% en 2021 d'autre part. La mise en œuvre de certaines réformes du gouvernement depuis avril 2016 dans le sous-secteur de l'énergie et celles liées au plan tarifaire de l'énergie électrique alimentent la polémique au sein de l'opinion. Les coupures d'électricité restent effectives. Nous sommes incapables de payer à 125 francs. Maintenant, si vous augmentez maintenant, donc, le courant aussi, c'est ceux qui sont en haut là qui vont utiliser alors. Le gouvernement a qu'à passer au bas peuple. Au lieu de dire on va augmenter. C'est pour nous faire souffrir. Nous n'avons pas mobilisé nos sous pour pouvoir créer ce Maria Greda 2. On avait fait des prêts. Quand nous avons fait des prêts, et là où nous avons encore trouvé ces sous pour payer ces prêts-là. En approuvant un nouveau plan tarifaire, le gouvernement a décidé de mettre en place une subvention afin de préserver les populations de l'augmentation du prix de l'énergie électrique. Il faut noter que le pays dispose d'une centrale thermique Maria Greda 2 d'une capacité de 127 MW opérationnel depuis le 29 août 2019. Du 6 au 7 décembre 2019 s'est déroulée dans la ville de Douala au Cameroun la première édition du Douala Digital Show, un événement qui a réuni les professionnels, les amateurs du tech et du digital. Les amoureux et professionnels de la tech et du digital se sont retrouvés les 6 et 7 décembre dans la ville de Douala pour la première édition du Douala Digital Show. Des acteurs du numérique issus des secteurs privés et publics ont échangé sur les nouveaux enjeux du digital dans le but de générer du trafic et faire de l'événement une référence au Cameroun et dans la sous-région. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites au plan infrastructurel, sur le plan des services, sur le plan de l'amélioration de la qualité de ces services-là et qui ne sont pas toujours connus de tout le monde. Donc pour que cette action-là ne reste pas transparente comme ça, l'État justement profite des plateformes comme celle-ci pour pouvoir les faire connaître. Avec un taux de pénétration Internet de plus en plus croissant, matérialisé par 12 000 km de fibres optiques installées à travers le pays, ce ne sont pas moins de 8 millions de Camerounais qui sont désormais connectés sur la toile. Au Cameroun, il y a déjà plus de 3 500 000 Camerounais sur Facebook. C'est le plus grand réseau social en fait sur notre pays. En deuxième position, on a LinkedIn en fait, celui professionnel, avec plus de 560 000 Camerounais sur la plateforme. Troisième position, c'est Instagram, avec 470 000 Camerounais sur la plateforme. En quatrième position, c'est Twitter, avec 77 000. Après, évidemment, c'est vrai qu'il y a YouTube et Snapchat, qu'on n'a pas vraiment des données précises. Mais c'est vrai que sur YouTube, on a de plus en plus de Camerounais qui regardent des vidéos
notamment grâce au passage de la 3G à la 4G. Initié par l'entrepreneur Diano Drengako, le Douala Digital Show, clôturé le 7 décembre 2019, annonce déjà sa prochaine édition pour décembre 2020. La ville de Garoua au Cameroun poursuit sa mue avant l'organisation du CHAN et de la CAN 2021. Dans cette région du pays, les préparatifs sont perceptibles. En prélude du CHAN et de la CAN, le Cameroun, traditionnelle nation de football, voit un engouement particulier pour la discipline. Poussé par le développement des infrastructures, garçons et filles ont enfin des plateformes pour exprimer leur talent. C'est encore plus visible au niveau régional. C'est le cas de la ville de Garoua où ces jeunes n'hésitent pas à troquer leur tenue vestimentaire habituelle contre les tenues sportives. Les jeunes de la région s'intéressent particulièrement au football, vu le nombre de licenciés. Et partout dans les quartiers, nous rencontrons des jeunes qui pratiquent ce sport. Et nous constatons de ce fait que c'est un sport majeur dans la région. Nous avons une vingtaine d'équipes dans la région. Nous avons énormément de centres de formation qui sont en train de fleurir dans la région, au vu de la Coupe d'Afrique que nous allons accueillir. Pour certains parents dont les enfants ont intégré des centres locaux de formation de football, la discipline cesse d'être perçue comme activité ludique, mais plutôt comme activité pourvoyeuse de revenus. Et s'ils en sont arrivés à cette conclusion, c'est grâce aux prouesses réalisées par les footballeurs professionnels ayant commencé à jouer dans les clubs locaux tels que Coton Sport de Garoua avant d'être sélectionnés en équipe nationale. Ces derniers temps-ci, nous avons Abouaka, nous avons les Sali, qui peuvent déjà amener les parents à penser que le football peut payer et amener aussi d'autres mécènes à s'investir pour penser un instant que le football peut leur apporter quelque chose. Nous avons déjà Zoua qui a mis en place une structure de formation. Nous avons Suleiman Ouparat qui est revenu, l'ancien gardien de Lyon Étape, qui est venu mettre une structure en place. En attendant de défendre les couleurs nationales dans les compétitions professionnelles, ces jeunes footballeurs en herbe espèrent intégrer les championnats locaux et remporter des trophées qui leur hisseront au sommet de leur art. C'est sur cette note sportive que s'achève cette principale édition d'information. Merci d'être resté des nôtres. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benja Gabon officiel. Bonne soirée à tous.